bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, poignée de main entre vieux ennemis. Le président Salva Kiir et son ancien vice-président et chef rebelle Riek Machar. C'était lors de la rencontre supervisée par l'IGAD à Addis Abeba. Les deux belligérants qui se sont rencontrés également ce lundi à Khartoum. L'ONU leur donne jusqu'à la fin du mois pour parvenir à un accord politique pour sortir le Soudan du Sud de la guerre civile. Alors, est-ce que cette rencontre annonce la fin officielle de l'exil de Riek Machar et son retour sur la scène politique sud-soudanaise? Et surtout, est-ce qu'un retour de l'ancien vice-président peut permettre de relancer le processus de paix toujours au point mort? On en parle dans le débat. Au programme également le succès du Togo sur le marché financier régional. Les autorités y lèvent plus de 22 milliards de francs CFA au lieu des 20 milliards escomptés lors de l'émission en mai de bons du Trésor par adjudication. Ils sont 6 millions à tenter de survivre dans le Sahel, région en proie à une grave crise alimentaire. La vie de près de 2 millions d'enfants est menacée. Sur place, la détresse des familles qui attendent une aide alimentaire d'urgence. Et de l'autre côté, l'inquiétude de l'ONU qui craint que la crise ne soit pire que celle de 2012. Et pour débattre de ces actualités avec moi sur ce plateau, Monsieur Thierry Mouelet, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes écrivain et vous enseignez également le commerce international. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, Monsieur Tierno Amidou Baldé, bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes membre de la cellule de communication de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Et à mes côtés, Monsieur Abdelkarim Yacoub Koundongomi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinateur du pacte et directeur Afrique centrale de l'organisation internationale Internet sans frontières. Sans plus tarder, l'actualité politique. Voilà donc près de 2 ans que Riek Machar ne prenait plus part aux négociations de paix en raison de son placement en résidence surveillée en Afrique du Sud depuis 2016. L'ancien vice-président, dont la levée de l'assignation à résidence a été annoncée fin mars, s'est entretenu la semaine dernière avec le président Salva Kiir en Éthiopie lors de nouvelles négociations supervisées par l'IGAD, le bloc régional est-africain qui tente depuis des mois de réactiver le processus de paix. Un nouvel entretien entre les deux hommes s'est également tenu ce matin, mais cette fois à Khartoum au Soudan. Une rencontre exceptionnelle entre les deux hommes dont les rivalités ont plongé le pays dans la guerre civile depuis 2013. Les précisions d'Adilatou Badawi. 2 jours de pourparlers de paix tenus en Éthiopie n'ont pas suffi pour trouver un accord entre les belligérants sud-soudanais. Le président Salva Kiir a réfuté toute proposition de collaboration avec son ancien vice-président Riek Machar, ceci quel que soit le gouvernement de transition qui pourrait être mis en place. Certes, l'Éthiopie est parvenue à réunir Salva Kiir et Riek Machar dans une même pièce, mais il est encore tôt et complexe d'affirmer avec exactitude ce qui pourrait se passer dans les prochains jours. À la paix est tout à fait envisageable. Tout dépendra des moyens qui seront mis en œuvre. Il va nécessairement falloir que les différents acteurs de la communauté internationale mettent les efforts en commun afin de parvenir à obliger les acteurs à accepter une solution de paix. En particulier l'Union africaine, accompagnée des Nations Unies et avec une insistance pour le rôle des États-Unis. Le 21 juin, le SPLM-IO, le parti de Riek Machar, a qualifié le modèle actuel de négociation d'irréaliste. Pour le parti, il serait judicieux de faire appliquer la méthode utilisée en 2005 pour faire régner la paix entre le Soudan et le Soudan du Sud. Le SPLM-IO reproche aussi à l'IGAD de vouloir aller trop vite en imposant un accord de paix qui ne pourrait pas aboutir. Parallèlement, l'Union africaine estime pour sa part qu'il est temps d'imposer des sanctions contre ceux qui entravent les efforts de paix. Il est clair que la signature d'accords de paix va inclure un dispositif de sanctions en cas de violation. S'il s'agit des autorités officielles de mise en embargo, la saisie des comptes à l'étranger, l'interdiction de se déplacer, ou même la CPI en cas de violence avérée. La rencontre entre le président Salva Kiir et l'ex-vice-président Riek Machar a connu la participation de plusieurs chefs d'État. À cette occasion, le président kenyan Uhuru Kenyatta a demandé à l'IGAD de se concerter avec les parties en conflit au cours des 2 prochaines semaines afin d'aplanir les différences. Depuis 2013, le conflit au Soudan du Sud a causé des dizaines de milliers de décès et des millions de déplacés.
Alors, rencontre donc des frères ennemis la semaine dernière. C'est la toute première fois qu'ils se rencontrent finalement depuis 2 ans. Une autre rencontre s'est également tenue il y a quelques heures à Khartoum, au Soudan, en présence notamment du président soudanais El-Béchir. Alors, on attend donc les conclusions de ce nouvel entretien entre les deux hommes sud-soudanais. Mais ce qui est sûr, c'est que l'accord de paix est resté au point mort depuis 2015. Est-ce que la mise à l'écart de Riek Machar des négociations autour du processus de paix est un élément qui a participé dans le blocage du processus de paix? Oui, ce n'est pas la première fois que les deux frères ennemis se voient et ce n'est pas la première fois qu'on les amène autour d'une table de négociation. La table de négociation existe toujours. C'est la première fois depuis 2 ans. 2 ans. Ils ne se sont pas vus depuis 2 ans. Quand on voit, en fait, la capacité de Salva Kiir et de Riek Machar à se réconcilier ne doit pas faire illusion, même s'il y a urgence. Parce que la profondeur de leur haine, vu comment ils ont mené leur peuple, les massacres qu'il y a eu depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'il faut mettre beaucoup d'efforts pour les amener vraiment à la paix. Il faut aussi considérer l'aspect régional. En fait, le problème du Sud-Soudan, ce n'est pas Salva Kiir et son ennemi Riek Machar. Il faut aussi regarder l'aspect géopolitique. Le pétrole soudanais, l'enjeu géopolitique où les États-Unis et la Chine s'affrontent aussi sur le terrain. Le Sud-Soudan qui veut exploiter son pétrole via le Kenya. Les 2,5 millions de réfugiés qui sont dans les 5 pays autour. Donc cet enjeu-là, et l'ONU aussi qui n'en peut plus, il y a urgence humanitaire dans ce pays. Je crois que pour arriver à une paix et à une réconciliation, il faut prendre en compte tous ces éléments-là. Et tous les acteurs impliqués dans cette crise doivent se mettre autour d'une table pour aider ce peuple à aller vers la paix. Mais juste pousser les deux individus pour se réconcilier ne résout pas les problèmes. Parce qu'on en a vu, l'ONU maintenant et l'Union africaine, on a vu tout à l'heure, qui disent que voilà, il faut des sanctions. Mais les sanctions ne servent à rien s'il n'y a pas l'effectivité des sanctions derrière. Alors on va en parler dans quelques instants. Alors la grande question, c'est de savoir, est-ce que cette rencontre marque véritablement le retour de Riek Machar sur la scène politique sud-soudanaise? Si oui, quel pourrait être son rôle éventuel? Monsieur Mouélé. Disons d'abord que le Soudan, n'est-ce pas, ou le Soudan dans son ensemble, et aujourd'hui le Soudan et le Soudan du Sud, font partie de ces pays africains qui n'ont jamais connu de paix depuis que les États africains certains diraient de la post-colonie existent. Et comme disait tout à l'heure notre copanéliste, on ne peut pas imaginer aujourd'hui le retour de Riek Machar sans mettre, n'est-ce pas, tous les protagonistes, y compris ceux qui sont dans l'ombre, notamment le rôle des États-Unis. Parce que si le Soudan du Sud existe, c'est beaucoup plus grâce, n'est-ce pas, à beaucoup d'activistes américains qui ont joué de beaucoup pour qu'il y ait cette partition. Alors les Américains ont toujours été autour de la table lors des négociations, mais est-ce que finalement ce n'est pas Riek Machar qui manquait aux négociations? En fait, l'avoir mis à l'écart était une erreur énorme. Je pense aussi qu'il faut tenir compte du fait qu'ils ont tous les deux protagonistes des partisans essentiellement radicalisés. Parce que les deux se connaissent comme, on peut imaginer qu'ils sont des frères ennemis, mais je ne pense pas qu'il va revenir tout de suite, parce qu'il faut d'abord pacifier, calmer les camps, parce que ce sont les camps, n'est-ce pas, qui, pour des raisons qui leur sont propres, notamment parfois des raisons ethniques, qui sont en train de pousser leurs champions, n'est-ce pas, à la radicalisation la plus absolue. Donc il faut d'abord pacifier, essayer de donner raison ou apporter une espèce d'explication rationnelle. On ne peut pas bâtir un nouvel État qui ne date que de 2011, construire, n'est-ce pas, l'avenir avec des armes. Ce n'est pas possible. Donc il faut d'abord essayer d'éduquer, n'est-ce pas, tous les camps qui sont en train de se radicaliser derrière les champions, c'est-à-dire derrière Salva Kiir et puis derrière Machar, les amener à comprendre que l'avenir du Soudan, ce n'est pas dans les armes. On en a suffisamment eu et on a suffisamment d'expérience en Afrique pour se rendre compte que les armes n'ont jamais résolu aucun problème. La situation doit être résolue sur le plan politique, parce que derrière, effectivement, il y a tous ces problèmes économiques, les énergies, appelons ça quoi, le pétrole, toutes les matières premières qu'il y a tout autour. Évidemment, ça attise les appétits. Mais pour mieux contrôler les choses, il vaudrait mieux que les enfants du pays, maintenant qu'ils ont un État
n'est-ce pas, que peut-être John Garang n'a pas eu, paix à son âme. Aujourd'hui, ils sont héritiers d'une histoire, ils se sont battus, même si il n'y a pas une coalition qui soit, n'est-ce pas, transnationale au niveau, appelons ça, des religions. Au moins, ils ont un État aujourd'hui et l'histoire les regarde. Thierno Hamidou Baldé, et ensuite je vous céderai la parole. Alors, donc, du coup, tant qu'il y a une opportunité, notamment de regrouper des protagonistes autour de la table pour négocier en faveur de la paix, il faut saluer cela, encourager notamment ceux qui mènent cette médiation-là, il faut les encourager et saluer la démarche. Parce que s'il y a la paix, le premier bénéficiaire, c'est le peuple sud-soudanais qui a tant souffert plusieurs années de guerre civile, des victimes, des déplacés. Aujourd'hui, c'est une honte pour l'Afrique qu'à ce XXIe siècle encore, on parle de guerre civile dans des pays. Véritablement, aujourd'hui, on allait parler des rencontres internationales pour parler de développement au niveau de ces localités. Mais très malheureusement, on parle de guerre civile et de résolution de conflits. Alors, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est un véritable problème de développement au niveau du Sud-Soudan qui est là. Parce que le conflit a véritablement dévasté ce pays en termes notamment d'infrastructures, en termes de déplacement des ressources humaines qui seront appelées un jour ou qui devaient participer au développement économique de ce pays. Aujourd'hui, le pays ne connaît qu'une guerre civile. Donc du coup, c'est difficile. Mais cette rencontre, il faut se poser la question, la coercion aujourd'hui en faveur notamment du Conseil de sécurité qui menace des sanctions. C'est bien, mais si c'était plutôt une volonté politique de ces deux dirigeants de se rencontrer, de discuter pour trouver un accord de paix, ça serait l'idéal. Mais si c'est par rapport à la menace du Conseil de sécurité, je reste notamment pessimiste parce que souvent les sanctions des Nations Unies, avec les questions de géopolitique, c'est toujours notamment quelque chose qui Alors, justement, depuis le début, l'ONU a toujours brandi la menace. Donc, qu'est-ce qui a finalement fait balancer le... Voilà, moi je crois que la nouveauté dans ce dossier, ce n'est pas l'ONU, ce n'est pas l'Union africaine. C'est regarder un peu du côté de l'Éthiopie avec l'arrivée du nouveau Premier ministre éthiopien qui a déjà réglé son problème avec l'Érythrée. L'Érythrée, ça fait des années de guerre et des milliers de morts. Il a réussi quand même à remettre le dialogue. Ils sont en train de régler le problème. Il se retourne maintenant à régler le problème au Sud-Soudan, passe tout seul. Et vous avez vu à la conférence, il y avait tous les présidents concernés par ce conflit, où il y a, comme on appelle, les réfugiés sud-soudanais dans ces pays-là, qui causent énormément de problèmes. Et vous avez évoqué au début de l'émission, ils se sont réunis au Soudan. Donc ça, c'est vraiment un signal énorme, parce que le Soudan, quand même, était en guerre contre le Sud-Soudan. Ensuite, le Soudan soutenait Riek Machar. Riek Machar était l'allié du Soudan avant de rallier les autres pour l'indépendance. Donc, l'implication de Yoweri Museveni, n'oubliez pas, Yoweri Museveni est très impliqué dans la crise sud-soudanaise. Alors qu'il était effectivement présent sur cela. Donc, cette volonté sous-régionale de pouvoir régler, ce qui montre bien l'effectivité peut-être de cette table ronde, même si Salva Kiir est réticent, parce qu'il sait qu'il a des soutiens derrière. Si vraiment les États-Unis lui disent vraiment de faire, il va y aller, puisque ses principaux soutiens, c'est qui? C'est les États-Unis. Et la Chine soutient de l'autre côté. Donc on voit bien que M. Salva Kiir est réticent ou fait un peu le difficile. Je crois qu'on l'a même carrément tordu la main pour qu'il aille en Éthiopie, puisque l'ONU a menacé, c'est maintenant qu'il y va aller, alors que Riek Machar est parti directement dès qu'on l'a appelé, qu'il va y aller. Donc on voit bien la volonté est du côté de Riek Machar et des autres États que du côté du président Salva Kiir qui traîne les pieds pour y aller. Alors justement, du côté du président, on dit que nous en avons assez de Riek Machar, des dommages que Riek Machar a causés au Sud-Soudanais. C'est ce que le ministre sud-soudanais de l'information a déclaré à la suite de cette rencontre d'Addis Abeba. Alors on a là quand même un positionnement qui manifeste quand même un esprit extrêmement belliqueux. Qu'est-ce que cela reflète en termes de... Cela reflète encore la blessure ouverte qu'il y a eu depuis 1983. Parce que vous savez, les Dinka et les Noer se sont affrontés et ces deux leaders ont instrumentalisé et utilisé leurs ethnies pour conquérir le pouvoir ou garder le pouvoir. Donc, vous savez, il y a eu des massacres de Dinka en 1991 et les Dinka ont
massacré les Nuer quand les Nuer se sont ralliés. Donc du coup, on se retrouve dans un cycle de violence, de massacre contre massacre, massacre vengeance. Et là, je crois que Salva Kiir a aussi cette peur, puisqu'il y a eu énormément de Nuer qui ont été massacrés ces derniers temps. Donc c'est cette haine viscérale qu'il y a. Tant qu'on n'a pas réglé ça de façon profonde et mettre ces deux individus face à leurs propres responsabilités, moi je crois qu'il faut aussi les accuser de crimes contre l'humanité, tous les deux, puisqu'ils sont la cause de ces massacres. Tant qu'on ne les a pas menacés de ça, ces individus continueront à instrumentaliser les ethnies pour pouvoir soit rester au pouvoir, soit maintenir, conquérir le pouvoir, et au détriment de la population, comme a dit. Thierry Mouelet. Oui, c'est pour ça que tout à l'heure, j'insistais sur le fait du rôle de ces leaders-là qui ont des bases, qui sont, comme il a dit, extrêmement meurtris et qui ont des blessures qui ne sont pas encore suffisamment cicatrisées. Donc le problème, justement, déjà même de la constitution, l'État du Soudan du Sud est déjà un problème. C'est un État ethnique avec autant d'États fédérés, je crois qu'il y en a 28. Vous voyez que la configuration est toujours sur la table de l'ethnie, l'ethnisation, les micronations, et c'est véritablement, n'est-ce pas, un chantier expérimental pour les études à la fois anthropologiques et sociologiques, et même la sociopolitique en Afrique aujourd'hui, parce que tant qu'on construit des États sur des bases ethniques, c'est des bombes à retardement. Cheikh Anta Diop l'a démontré il y a très longtemps. Et le problème que nous avons aujourd'hui au sud du Soudan ou au Soudan du Sud, c'est qu'on a en fait une ethnicisation de la politique qui est arrivée à un moment et à un tel degré qu'il y a des hommes suffisamment armés, mais avec des armes sérieusement dommageables et lourdes, qui sont à la tête, n'est-ce pas, et qui s'affrontent. Et derrière, il y a des populations. Donc on ne peut pas, je dis encore, que ce soit Riek Machar. Riek Machar ne peut pas revenir sans des garanties que derrière, il aura la vie sauve. Parce que le problème est sérieux. Il faut d'abord pacifier les bases, rassembler, éduquer et surtout amener un sentiment d'appartenance à une même nation. Parce que jusqu'à présent, ce ne sont que les tribus qui sont prévalues. Ce sont que les tribus qui sont exacerbées. Il faut amener les Sous-Soudanais à comprendre qu'ils se sont battus pour avoir une nation. Aujourd'hui, ils doivent avoir une nation supra-ethnique qui dépasse les clivages ethniques et qui construise réellement un idéal dans un espace qui a une vision commune. Et c'est ça le rôle de Salva Kiir et Riek Machar. On ne peut pas les contraindre s'ils n'ont pas cette volonté. Sinon, ils se mettent hors jeu eux-mêmes. Et la peur qui est la leur, c'est d'être coupés de leur base. Et s'ils sont coupés de leur base, ils ne sont plus représentatifs de rien, n'est-ce pas, au niveau du Soudan du Sud. Rien n'empêche de faire émerger d'autres leaders. Parce qu'il n'y a pas c'est justement de ça qu'il est question. Moi, je crois qu'il faut aussi de les mettre sous cette pression, faire émerger de nouveaux leaders. Parce que si c'est des leaders historiques qui accaparent tout et qui représentent tout, c'est qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Et aussi, moi je crois qu'il faut que la communauté internationale soit aussi logique et cohérente. On est toujours englué dans cette histoire d'intérêts et de positions géopolitiques. Si vraiment on veut pacifier le Sud-Soudan, on peut le faire. C'est difficile vu les intérêts antagonistes des différents opérateurs. Voilà, c'est pour cela que j'ai dit que l'Union africaine doit prendre les devants. Et la responsabilité de ceux qui sont derrière, vous avez cité tout à l'heure ceux qui sont dans l'ombre, il faut les citer, ils sont responsables. Bon alors, si la Chine n'est pas responsable, les États-Unis ne sont pas responsables, les compagnies pétrolières ne sont pas responsables, qui est responsable? Mais ça fait 30 ans que ça dure. Et c'est que si on regarde un peu la géographie des zones de conflit, c'est les zones dans les États d'Unity ou les autres, ce sont des États où il y a le pétrole. Tout à fait. C'est ces États-là qui sont déstabilisés. D'un côté, on a des intérêts, mais est-ce qu'il y a une réelle volonté également de la part des acteurs sud-soudanais de mettre fin à cette crise? On voit qu'à chaque fois qu'on décrète un cessez-le-feu, il est immédiatement violé d'un camp comme d'un autre, notamment du côté du président Salva Kiir, qui est véritablement, en tout cas militairement, en position de force sur le terrain. Et vous savez pourquoi? Est-ce que les deux partis, notamment le gouvernement, veut véritablement la paix au Soudan du Sud? Vous savez pourquoi? C'est la fragilité de ces accords ou l'impossibilité de tenir cet accord. Parce que ces accords-là ne sont pas sur des bases de sécurité. Il l'a vécu tout à l'heure. Salva Kiir ou Riek Machar, la première de leur sécurité, ce sont leurs parents et leurs clans. Donc,
Qui a premièrement allé attaquer les éléments de Riek Machar? Ce sont les partisans de Salva Kiir. On l'envoie, on les attaque en pleine capitale de Djouba. Donc s'il n'y a pas une capacité de sécuriser et même renforcer la sécurité des uns et des autres, ou même imposer par une force mixte d'interposition, parce qu'il n'y a pas eu de force d'interposition. Pourquoi il n'y a pas d'interposition? Il faut se poser des questions. On envoie des forces d'interposition en Centrafrique, au Congo, partout, sauf au Sud-Soudan. Alors, donc, je crois qu'il faut qu'il y ait une possibilité. On va continuer d'en parler. Je vous laisse la parole et ensuite on va revenir sur l'accord de paix. Si on peut faire évoluer le processus de paix avec l'accord de paix dont on discute depuis 2015. Alors, ou est-ce qu'il faut le revoir? Je vous laisse la parole, Thierno Hamidou Baldé. Je pense que à chaque fois qu'il y a une rencontre, il faut espérer. Et espérons que les partenaires, notamment de cette médiation, vont tirer les leçons d'échec, notamment des anciens accords de paix qui n'ont pas été appliqués au bénéfice des populations. Cette fois-ci aussi, c'est-à-dire que les bases véritables de l'accord de paix ne sont pas encore réunies parce qu'il n'y a pas véritablement de volonté politique. Je pense plutôt des éléments de communication, des gens qui voudraient se racheter au niveau de la communauté internationale pour éviter des sanctions, et d'autres qui ne voudront plus partager le pouvoir, notamment avec Riek Machar, ce qui est dommage parce que les deux ont lutté ensemble pour la libération de leur peuple, ou en tout cas tromper le peuple pour dire que c'est le développement, ils voulaient la liberté du Sud-Soudan. Et aujourd'hui, on voit petit à petit que les masques sont en train de tomber et chacun essaie de montrer un tout petit peu pourquoi il était. C'est pour conserver le pouvoir, avoir du pouvoir et de l'argent, etc. Donc, espérons encore qu'il y ait notamment cet accord de paix, mais pour quel contenu et son application? Je pense que le rôle de la communauté internationale, elle reste toujours ambiguë, vu les intérêts géopolitiques. Et on ne va jamais sortir. L'Union africaine est très faible parce que l'Union africaine n'est pas cohérente. Elle est dirigée par des dictateurs. C'est souvent des hommes qui ne sont pas crédibles auprès de leur peuple, auprès de la communauté même africaine. Donc du coup, ils ne peuvent pas donner de leçons aux uns et aux autres. Et la communauté internationale aussi ne joue pas véritablement son rôle. Alors, dans la deuxième partie de cette émission, on va continuer de parler de ces deux rencontres entre Riek Machar et Salva Kiir, rencontre à Addis Abeba la semaine dernière et ce lundi à Khartoum. Et ensuite, bien entendu, l'accord de paix. Est-ce qu'il faut, oui ou non, le faire évoluer? On continue d'en parler dans la deuxième partie de cette émission. À tout de suite.